La surface agricole utile de la France, c'est 28 millions d'hectares. Ça permet théoriquement de nourrir 130% de la population française. Or, notre capacité d'autoproduction en France, elle n'est pas de nourrir 60% de la population, parce qu'il y a une grosse partie de ce qui est produit en France qui est exporté. Ce qui est exporté, ça correspond à 42% de la surface agricole utile. Quand on travaille sur l'autonomie alimentaire des territoires, dans beaucoup de territoires, on s'aperçoit qu'on est en déficit de production de fruits et légumes par rapport aux besoins de la population. Il y a des territoires qui arrivent à gagner en souveraineté alimentaire. Il y a des expériences intéressantes partout. Terre de Liens a aussi recensé dans ses publications des expériences locales où des collectivités ont réussi à travailler sur cette souveraineté alimentaire, installer des paysans, répondre à des enjeux écologiques locaux. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc, on est ensemble aujourd'hui dans le podcast Agroécologie Voyageuse pour échanger au sujet du rapport que le mouvement Terre de Liens a publié lundi 17 février. Donc, un rapport qui s'appelle Souveraineté alimentaire, un scandale made in France. Quelques jours plus tard, au moment de l'ouverture du Salon de l'agriculture, la loi d'orientation agricole a été définitivement adoptée. Donc, c'est une loi qui a été vidée de son sens originel et qui ne répond pas à son objectif principal aujourd'hui, qui est le renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire et l'adaptation du secteur aux bouleversements écologiques en cours. Et moi, j'aime bien dire qu'il n'y a pas d'agroécologie, puisque le podcast s'appelle Agroécologie Voyageuse, sans terres agricoles. Il n'y a pas d'agroécologie sans agriculture. Donc la base, c'est de préserver les terres. Et rien de tel qu'un paysan pour présenter les points clés de ce rapport, que vous pourrez, auditeurs, auditrices, lire en ligne sur le site de Terre de Liens. Donc Frédéric, tu es maraîcher et engagé depuis longtemps dans le mouvement Terre de Liens. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu es paysan, nous présenter un petit peu ta ferme et comment tu t'es engagé dans le mouvement Terre de Liens? Oui, donc je suis maraîcher en Haute-Saône. Donc sur une ferme avec un associé, donc on est deux associés et on a un salarié à temps plein. Donc on cultive des légumes en agriculture biologique sur une surface en tout de plus de 6 hectares. Et moi je cultive une parcelle qui appartient au mouvement Terre de Liens, une parcelle qui fait 4 hectares et demi. Donc je me suis installé en 2009. Et en fait, j'ai un parcours, j'ai une formation en agronomie, j'ai travaillé dans le développement agricole pendant quelques années, mais j'avais envie de toucher la terre, j'avais envie de voir concrètement ce que c'était de cultiver. Et lorsque l'occasion s'est ouverte en 2009, eh ben, j'ai pu acquérir, grâce à Terre de Liens, une parcelle de maraîchage. Et puis du coup, ça fait maintenant près de 15 ans que je la cultive. Alors, moi, le mouvement Terre de Liens, je le connaissais pas spécialement avant de m'installer, mais c'est lorsque je me suis installé que j'ai rencontré des bénévoles du mouvement Terre de Liens qui m'ont expliqué leur projet et j'ai trouvé chouette de me dire que la terre était un bien commun et qu'il faut la préserver. Et en ce sens, le mouvement Terre de Liens, c'est vraiment ça. C'est l'idée de dire que la terre est un bien commun, qu'elle peut appartenir à tous et donc que la propriété de la terre peut être collective. Et c'est le sens de l'engagement. Voilà. Du coup, ma parcelle, en fait, a été achetée via un financement participatif, un financement solidaire. C'est le principe des actions de la foncière Terre de Liens, en fait. Et du coup, ma parcelle a pu être achetée grâce à l'engagement de nombreux citoyens qui ont fait de l'épargne solidaire pour m'installer. Voilà ce que je peux dire sur le mouvement Terre de Liens. Donc, je me suis après impliqué dans l'association territoriale de Terre de Liens à Bourgogne-Franche-Comté. Et je suis membre du conseil d'administration de Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà. Et lorsque ce rapport est sorti, c'est vraiment un rapport qui m'intéresse beaucoup. Et la question de la souveraineté alimentaire, elle m'intéresse. Et puis en même temps, je la vis au quotidien parce que mon métier d'être maraîcher, c'est bien de nourrir des gens.
Et il y a un vrai enjeu, je pense qu'il y a un véritable enjeu sur cette question-là actuellement de comment on nourrit les gens et avec quelle terre on nourrit les gens. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a une personne, un citoyen, un mangeur ou une mangeuse pour 150 agriculteurs, 150 fermes, enfin, grosso modo, et du coup, en fait, l'éloignement est de plus en plus grand entre ceux qui mangent et ceux qui produisent, alors qu'avant, on était à la fois producteurs et mangeurs. Oui. Donc les gens sont éloignés de cette question de la souveraineté alimentaire. C'est quelque chose d'assez nébuleux, souvent pour eux. Du coup, j'ai envie de te poser cette première question. C'est quoi la souveraineté alimentaire d'un pays, un terme qu'utilise notre président actuel de manière un peu erronée, je crois. Ben, il me semble que dans l'acception actuelle de nos politiques, la souveraineté alimentaire est plus prise comme la capacité à produire des aliments. Et on ne se pose pas trop la question de savoir comment on les produit et pour qui on les produit. Et le rapport, lui, il se base sur une définition de la Via Campesina, qui est un mouvement paysan international, et qui, lui, définit la souveraineté alimentaire sur la capacité des peuples à définir par eux-mêmes l'alimentation dont ils souhaitent disposer, une alimentation qui soit en cohérence avec leur culture, et puis qui soit produite à partir de pratiques durables, écologiquement et socialement responsables. Donc, derrière cette définition de la souveraineté alimentaire par la Via Campesina, il y a bien une notion dans la notion de souveraineté, il y a la notion de choix des peuples, de pouvoir s'autodéterminer sur ce qu'ils veulent manger, mais aussi la notion de les conditions de production de cette nourriture. Et celle-là, elle est très importante parce qu'il faut faire vivre aussi les paysans. Il faut que les paysans puissent vivre de leur travail et il faut qu'ils puissent travailler en respectant le milieu avec lequel ils travaillent, c'est-à-dire en fait la terre, quoi. Et c'est pas forcément toujours le cas. Donc c'est une définition qui est intéressante parce qu'elle pose des notions sociales, économiques et environnementales et pas seulement le fait de produire. Voilà. Ok. Ouais, il y a énormément de choses dans cette définition. Ça touche à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'éloignement des peuples avec leur nourriture aujourd'hui, alors que dans une idée de souveraineté alimentaire, il faudrait vraiment que les gens soient acteurs Ouais. des fermes près desquelles ils vivent. Et puis acteurs de la façon dont ils veulent se nourrir et comment ils veulent se nourrir. C'est-à-dire qu'il faut il y a une notion de démocratie et de participation aussi au choix. Voilà. Du coup, pourquoi le rapport Terre de Liens s'appelle Souveraineté alimentaire, un scandale made in France, pour rentrer un peu dans le vif du sujet. Ben, l'idée globale du rapport, c'est de dire que, pour faire assez simple, en fait, la surface agricole utile de la France, c'est 28 millions d'hectares. Ça permet théoriquement de nourrir 130% de la population française. C'est-à-dire que ça permettrait de nourrir théoriquement au régime alimentaire actuel, ça permettrait de nourrir 88 millions de Français. Et on est à peu près 67 millions. Or, on constate dans les faits que eh bien, notre capacité d'autoproduction en France, elle n'est pas de nourrir 130 millions, 60% de la population, parce que il y a une grosse partie de ce qui est produit en France qui est exporté. Ce qui est exporté, ça correspond à 42% de la surface agricole utile. Ce qui fait que si, pour un Français moyen, la surface agricole utile, normalement, on dispose de plus de 4000 m² par habitant pour nourrir quelqu'un, et ben dans les faits, quand on a retiré la surface exportée, il reste plus que 2100 m² par habitant. Et ça, 2100 m² par habitant, c'est inférieur à la surface nécessaire pour nourrir un Français au régime actuel, alimentaire actuel. Donc il y a bien cette notion que cette souveraineté alimentaire qu'on met en avant et cette capacité exportatrice qu'on met en avant, en fait, elle est en défaveur de notre capacité à nous nourrir, nous. En fait, on n'est pas autonome. On dépend à la fois de nos exportations, mais également d'un grand nombre d'importations.
Voilà. et une grande partie des surfaces agricoles sont utilisées pour des choses, enfin, sont orientées vers notamment l'alimentation animale et même les agrocarburants, ce qui limite, enfin, c'est pas destiné directement à nourrir les humains. Alors, si on veut, sur la surface agricole utile de la France, les 28 millions d'hectares, il y en a à peu près la moitié qui sont des surfaces fourragères, c'est-à-dire qui servent à alimenter les animaux. Euh, qui sont en fait des prairies, des surfaces en herbe. Voilà, c'est à peu près la moitié de la SAU. Et ces surfaces-là, écologiquement, elles ont un grand intérêt parce que les prairies, les surfaces en herbe, c'est un écosystème qui est intéressant. Mais l'autre moitié est consacrée à la fois à des cultures, des grandes cultures, voilà, un peu de vignes, un peu de culture maraîchère, puis un petit peu d'autres cultures, mais voilà, l'autre moitié, c'est quand même beaucoup de grandes cultures. Et une partie de ces grandes cultures, et notamment grande partie de ces céréales qui sont produites, servent à nourrir des animaux. Ce qui fait qu'au final, en fait, quand on fait le calcul, sur 100 hectares en France, il y en a un peu plus de 66 qui servent à nourrir des animaux. Voilà. Ça fait quand même 2 tiers de la surface agricole utile qui sert à nourrir des animaux. En soi, moi je ne suis pas contre le fait de manger de la viande, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de viande. Mais ça pose la question de la façon dont on nourrit nos animaux, et notamment de toutes ces surfaces céréalières, de toutes ces surfaces de culture qui sont destinées à l'alimentation animale, alors qu'elles pourraient être destinées à l'alimentation humaine. Parce que sur la surface de grandes cultures, quand vous retirez sur 100 hectares de grandes cultures, ben, alors en céréales, il y en a déjà la moitié qui sont exportées. Voilà. Donc il reste une moitié, et sur cette moitié, il y en a encore au moins 15 ou 20% qui vont servir à l'alimentation animale. Donc sur 100 hectares de grandes cultures, la partie qui sert à alimenter l'humain directement, elle est faible en fait. Elle est faible. Tout le reste, c'est soit de l'exportation, soit de l'alimentation animale. Et c'est là-dessus qu'on pourrait jouer. Il y a plein de surfaces qui pourraient être utilisées pour nourrir correctement les gens. Toi qui es maraîcher, est-ce que tu pourrais nous dire si on importe beaucoup de légumes? Alors en fait, oui, c'est ça le paradoxe, c'est que la France est un producteur de légumes et de fruits. Euh, Elle exporte quasiment un tiers, plus d'un tiers des fruits et légumes qu'elle produit, mais par ailleurs, elle importe également un tiers des fruits et légumes consommés. C'est le paradoxe. Et du coup, ce qui fait que quand on travaille sur l'autonomie alimentaire des territoires, dans beaucoup de territoires, on s'aperçoit que on est en déficit de production de fruits et légumes par rapport aux besoins de la population. Si je prends par exemple le Franche-Comté, ou si je prends chacun des départements de Franche-Comté, quand on regarde, eh ben, par rapport à la consommation de fruits et légumes en Franche-Comté, eh ben, on n'est pas suffisant en termes de production, de surface produite de fruits et légumes en Franche-Comté. Et c'est valable dans un grand nombre de départements. Parce qu'on est dans un système où une grande partie de ce qui est produit part loin. En fait, un aliment en France, en moyenne, il parcourt 1200 km. Donc, on joue, les marchés extérieurs, on exporte, et du coup, ce qui pourrait être produit localement, dans un, dans un grand nombre de cas, en tout cas pour les fruits et légumes, ne l'est pas. Et on dépend d'importation. Il y a donc tout un enjeu en fait à relocaliser absolument les productions. Et c'est particulièrement vrai pour les fruits et légumes. Ok. Alors je vais peut-être te poser une question bête, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Il me semble, moi, que je pense que c'est un choix politique. C'est-à-dire que on met souvent en avant la vocation agro-exportatrice de la France, son impact, euh, son impact sur le commerce extérieur, la balance commerciale positive de la France. Alors, dans les faits, oui, la balance commerciale agroalimentaire est peut-être positive, mais qu'est-ce qu'on exporte? Et où est-ce qu'on exporte? En fait, on exporte principalement en Europe,
On exporte peu en dehors de l'Europe et on exporte beaucoup de vins et spiritueux en termes de valeur, surtout des vins et des spiritueux qu'on exporte. On exporte en termes de surface, on exporte par contre beaucoup de céréales. Et on a fait le choix, c'est un choix politique d'aller sur des cultures d'exportation. Donc on exporte beaucoup de grandes cultures, on exporte de la viande, on exporte du poulet, on exporte des volailles, enfin du porc aussi. On joue le jeu des marchés. Voilà. Il y a une politique libérale qui a été choisie. Et ça, le fait de vouloir jouer la carte d'exportation, ça conduit à ce que on ait des fermes qui produisent toujours plus. On a voulu toujours plus produire et on s'est un petit peu, on s'est coupé de la nécessité de produire localement. En fait, on a un grand nombre de fermes autour de nous, en fait, produisent pour l'exportation et pas pour le local. C'était un choix politique. Alors, il y a un paysan que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps qui m'a dit le paysan nourrit son territoire, l'exploitant agricole nourrit le monde. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, un paysan doit nourrir son territoire et doit pas nourrir le monde. On lui met beaucoup trop de poids sur les épaules. En plus, oui, et en plus, cette notion de nourrir le monde, enfin, moi je la conteste. C'est-à-dire que de quel droit devrions-nous nourrir le monde et comment le nourrissons-nous? Enfin, moi je pense que la souveraineté alimentaire des peuples, des États, c'est un principe qui devrait être respecté. Et en fait, on ne nourrit pas le monde du tout, hein, puisque la majorité de nos exportations restent dans l'Union européenne. Et puis on connaît toutes les conséquences négatives de ces exportations. Hein, on pourrait reprendre j'avais lu un livre de Marcel Mazot, de Marc Dufumier, hein, sur l'histoire des agricultures du monde, qui explique que lorsqu'on met en concurrence à Dakar une céréale produite localement et une céréale produite en Europe, on met en concurrence en fait une Rolls-Royce et puis une de chevaux, parce que les écarts de productivité à l'hectare, du fait de la mécanisation, sont énormes. Et du coup, on met en concurrence un blé produit en Europe avec un blé produit dans d'autres conditions, produit dans un autre pays avec des conditions beaucoup plus difficiles. Et en plus, on subventionne. Alors, ce n'est pas les subventions à l'exportation, puisqu'il n'y en a plus, mais on donne des primes à l'hectare. Et ces primes, c'est ce qui permet d'avoir des prix bas. Donc, non seulement on met en concurrence la Rolls-Royce avec la 2 chevaux, mais en plus, on a mis une peau de banane sur la 2 chevaux pour pas qu'elle avance. Et ça, et c'est ça qui se passe. Et on sait que ces exportations, en partie, pas toutes, bien sûr, pas toutes, il y a des pays qui sont structurellement en déficit parce que les conditions pédoclimatiques sont difficiles et qu'il faut peut-être aider. Mais une grande partie des exportations de produits alimentaires déstabilisent les marchés intérieurs et en fait mettent en péril les paysans locaux qui ne peuvent pas concurrencer avec leurs produits locaux les produits venant de l'Europe de l'Europe ou des États-Unis ou de la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, ou des grands pays exportateurs. Donc ces exportations, elles sont globalement, elles ont des impacts sociaux forts quoi, et mauvais. Voilà. Et ce qui est aussi indiqué dans le rapport, c'est que du coup, comme on n'est pas autonome, enfin comme on a moins de terres agricoles en France destinées à nous nourrir nous, on intensifie la production à l'hectare avec des résultats délétères. Dans le rapport qui s'appelle le rapport sur l'état des terres agricoles de France, aujourd'hui, dans quel état sont les terres? Est-ce qu'elles sont écologiquement de bonne qualité? Est-ce que ça se dégrade? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? Bah, ce que dit le rapport, c'est que oui, globalement, le constat, il est quand même pas très réjouissant. C'est-à-dire que les indicateurs, à la fois en termes de fertilité des sols, donc de biodiversité, de qualité des sols, qualité de l'eau, ces indicateurs sont plutôt au rouge. Il y a plein d'études qui le montrent. Bon, par exemple, sur la fertilité des sols, on a constaté depuis 20 ans, 30 ans, une baisse de la fertilité et du taux de matière organique
dans les sols. Ça vient du fait qu'une grande partie des grandes cultures sont produites avec des engrais de synthèse dont on est dépendant, qu'il faut importer, et avec des systèmes qui ne remettent pas de matière organique dans les sols. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage entre les productions animales et les productions végétales. L'idéal, ce serait d'avoir partout de la polyculture élevage, parce qu'il y a une complémentarité entre l'élevage qui produit notamment du fumier et puis la culture où le fumier peut avoir des sols. Or là, on spécialise les territoires. On a des territoires qui sont uniquement céréaliers, grandes cultures, et des territoires d'élevage. Et puis, il n'y a pas de lien entre les deux. Du coup, les territoires de grande culture on utilise beaucoup d'engrais minéraux. Et donc, voilà, on constate un taux de matière organique dans les sols qui diminue. Et ça, ça est une conséquence directe c'est une des causes de l'érosion des sols et puis de la faible vie microbienne, de la faible vie dans les sols. Cet enjeu est d'autant plus important parce que en plus, il y a la nécessité de remettre du carbone dans les sols pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc c'est la question des matières organiques et de la fertilité des sols. Il y a la question de la qualité des sols avec les pollutions aux pesticides. Voilà, il y a plein d'études qui montrent effectivement que nos sols sont quand même pollués par les pesticides. Il y a des cartes, hein. Il y a l'association Solagro qui fait régulièrement qui a fait récemment une carte indiquant l'indice de pression de pesticides qui est fort, principalement dans les zones intensives de céréales et de vignes. Les conséquences des pesticides sur les écosystèmes sont forts, on le sait. Elles sont aussi importantes sur la vie des paysans, sur la santé des paysans. Il y a la question de la qualité de l'eau également, qui est pareil, qui est dans le rouge avec des eaux qui sont des nappes phréatiques qui sont dans une grande partie des territoires pollués à la fois par un excès de fertilisants ou excès de pesticides. Et puis en termes de biodiversité, beaucoup de chiffres qui indiquent qu'il y a globalement dans les zones de culture, il y a une baisse importante de biodiversité, que ce soit en termes d'espèces, de nombre d'espèces ou de nombre d'individus, d'insectes, d'oiseaux. Voilà, les écosystèmes sont quand même globalement très malmenés par ce modèle productiviste. Alors, tout n'est pas non plus, enfin, c'est pas partout. Il y a des zones qui sont plus propices à de la biodiversité, notamment les zones d'élevage, les zones de prairies. Mais en zone de grande culture, le constat est quand même assez dramatique. Et puis, la surface en agriculture biologique, elle est quand même faible. On est qu'à, je crois que c'est entre 10 et 14% de SAU en bio en France, alors que on a un objectif de plus de 20%. Cet objectif avait été d'ailleurs retiré dans la première version de la loi d'orientation agricole qui a été votée cette semaine-là. Cet objectif de 20% de la surface en bio avait été retiré. Et c'est in extremis que la commission mixte paritaire l'a remis, parce qu'il y a eu quand même des fortes pressions pour que cet objectif soit maintenu. Mais ça reste faible, en fait. Voilà, ça reste quand même très faible. Donc globalement, effectivement, le constat n'est pas réjouissant, mais il y a quand même des gens, j'en fais partie, hein, qui travaillent différemment, qui cherchent à remettre, à refaire de l'agroécologie, à remettre de l'agronomie au cœur de leurs pratiques agricoles, à se soustraire des pesticides. Il y a quand même de plus en plus de paysans qui cherchent à travailler correctement, mais on est pour l'instant encore minoritaire. C'est ça le problème. Alors, dans ce podcast, j'en interviewe plein, des gens comme toi, et heureusement, et ça permet aux gens de s'inspirer, de se dire ouf, la situation, il y a moyen en fait de faire autrement. Mais c'est vrai que politiquement, ça va pas du tout dans le bon sens. Ce que j'aimerais qu'on discute en fait, aujourd'hui, ça va dans le mauvais sens. On pourrait penser que c'est comme ça, que ça pourra jamais changer, que le monde est fait ainsi, blablabla. Mais est-ce que très concrètement, aujourd'hui, on pourrait développer une souveraineté alimentaire en France? Et comment on pourrait faire? Moi, je pense que oui. Le rapport indique qu'il est possible de le faire. Alors, donc, j'ai dit tout à l'heure, en fait, donc la France exporte 42% de sa surface agricole. Donc, ça correspond à peu près à 12 millions d'hectares
sur les 28 millions d'hectares de SAU. Et en parallèle, effectivement, la France importe également 10 millions d'hectares. Elle importe des produits agricoles, elle importe des viandes, des volailles, du porc, du soja. Voilà. Donc, elle produit des animaux qu'elle exporte avec du soja qu'elle importe. Voilà, c'est pas très logique. Mais le rapport montre que des études sérieuses font des scénarios de souveraineté alimentaire en se basant sur un régime alimentaire proche. Alors, il faut travailler sur deux choses. Effectivement, il faut peut-être revoir la part de l'alimentation animale dans notre alimentation à nous. Il faut peut-être avoir des régimes moins carnés, mais ça ne veut pas dire pas de viande, ça veut dire moins de viande ou plus de viande produite correctement, notamment limiter cette production de volailles et de porcs, de monogastriques qui sont très consommateurs de céréales, valoriser les ruminants qui valorisent l'herbe. Voilà. Donc on peut revoir le modèle alimentaire un petit peu. Et par ailleurs, on peut avoir une politique volontaire pour relocaliser les productions, euh, remettre en cause ces exportations, voilà, réduire les exportations et revaloriser les terres agricoles en ayant des pratiques agroécologiques. Ça, c'est la deuxième hypothèse que font ces scénarios. Hein. Et la première hypothèse, donc, d'un régime un peu moins carné. Et deuxième hypothèse, de pratiques agroécologiques en généralisant l'agriculture biologique, ou en tout cas en donnant une grande partie de la surface en agriculture biologique. Et ces simulations montrent qu'il est possible d'atteindre la souveraineté alimentaire et d'être autonome, c'est-à-dire en fait de produire, d'avoir une production qui correspond à la consommation des gens. Voilà, sans devoir importer ces 10 millions d'hectares dont on est dépendant. C'est possible, il y a des scénarios qui le montrent. Et il y a notamment le livre Demain pour une Europe agroécologique qui reprend le scénario 10 Years for Agroecology dont on parlait ensemble, donc TIFA, et Solagro qui a travaillé là-dessus, donc c'est vraiment possible. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent se sentir un peu désespérés, alors voilà, moi j'essaye d'acheter le plus je prends mon exemple, d'acheter en direct producteur ou en circuit court, d'acheter bio. Donc ça, c'est des choses essentielles qu'on peut faire, évidemment, pour soutenir les fermes. Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qu'on peut faire? Voilà, on est 65 millions en France. Pour les quelques personnes qui écouteront cet épisode, quel conseil tu aimerais donner pour s'engager en faveur d'une véritable souveraineté alimentaire? Il y a des choix individuels et des choix collectifs, et il y a toujours les deux volets en fait. On peut individuellement faire le choix de privilégier des productions locales, c'est-à-dire en fait voilà de soutenir des producteurs locaux. Alors de favoriser et à travers ce soutien d'achats locaux de favoriser l'installation agricole, parce que c'est un domaine dont on n'a pas évoqué dans le podcast pour l'instant, mais c'était l'autre grand enjeu de cette souveraineté alimentaire, c'est de redonner des paysans en France, puisque on sait qu'en France actuellement, on perd des paysans chaque année. On est pour l'instant 400 000, 500 000 paysans, et peut-être que si la tendance continue comme ça, il n'y aura plus que 200 000 dans 10 ou 15 ans. Donc il faut soutenir Oui, il faut. voilà, soutenir la production locale, c'est aussi soutenir des installations de paysans nombreux sur l'ensemble du territoire. Donc ça, on peut le faire via les circuits courts, les AMAP, les marchés de producteurs. Voilà, chacun peut autour de lui trouver des producteurs locaux et squeezer en fait la grande surface pour s'approvisionner localement. Ça peut être des choix individuels. Par exemple, c'est des choix importants. C'est-à-dire que, par exemple, Terre de Liens, le mouvement Terre de Liens, c'est plus de 360 fermes et plus de 11 000 hectares qui sont cultivés en agriculture biologique et paysanne
par des paysans installés sur des fermes terre de liens. C'est 11 000 hectares, c'est pas rien quand même. C'est ça grâce à des choix individuels et collectifs de gens qui se sont mobilisés euh, pour le mouvement terre de liens. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis après, on peut aussi militer, militer du coup dans le mouvement terre de liens et puis militer auprès de nos élus parce que on peut avoir des politiques publiques qui favorisent la souveraineté alimentaire. Actuellement, on parle, il y a des lois, la loi Egalim qui a été mise en place, mais qui n'est pas encore appliquée parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique de l'appliquer. C'est dommage. Les élus locaux sont aussi, peuvent être aussi acteurs, notamment des PAT, des plans alimentaires territoriaux, qui ont été mis en place avec la loi Egalim de 2021. Et ces plans alimentaires et territoriaux, il y a un enjeu à ce qu'il y ait des moyens sur ces programmes-là, parce que l'enjeu de ces plans alimentaires, ces programmes alimentaires territoriaux, c'est bien de relocaliser l'agriculture, de favoriser l'installation, d'avoir des paysans nombreux sur le territoire, en connexion avec les besoins du territoire. Il faut oui, je pense que une des clés, c'est de partir d'une logique de territoire. C'est de mon territoire, quels sont les besoins alimentaires de mon territoire et comment j'y réponds. Donc, j'ai besoin de quelle surface de fruits, de légumes, quelle surface de céréales, de quelle surface de viande j'ai besoin, enfin de surface de viande, de surface de prairie j'ai besoin. Il y a des outils qui permettent de le Oui, savoir, ça. Et territoire fertile. voilà, territoire fertile, et de reconnecter du coup, et d'installer, d'orienter, de faire des choix politiques pour que on puisse avoir des paysans qui répondent à ces besoins-là, avant de répondre à des besoins extérieurs d'agro-exportation, quoi. Voilà. Et ça, il y a des politiques publiques qui peuvent le mettre en œuvre. Les PAT en sont un exemple. Il faudrait que ces PAT soient généralisés et surtout qu'il y ait des moyens financiers dessus. La question de la restauration collective, c'est un vrai enjeu là aussi. Enfin oui, je dis il faut que dans nos cantines, cantines scolaires, dans les hôpitaux, dans tous les lieux dans tous les lieux de restauration collective, il y a un vrai enjeu à ce qu'on ait de la nourriture de qualité, issue de produits locaux et bio. La loi Egalim le demande aux politiques et aux élus de le mettre en œuvre. Et donc aux citoyens de faire pression auprès des élus pour exiger que cette loi Egalim soit effectivement mise en œuvre, En à mon fait, ça sens. demande aujourd'hui, ça demande à tout un chacun de se questionner sur, en fait, de se réancrer dans son territoire, alors qu'il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui n'habitent pas vraiment leur territoire, qui vivent dans leur maison, dans leur appart, sans vraiment se questionner sur euh, comment je vis dans mon territoire, comment je le fais vivre. Et du coup, aller voir les élus, donc les personnes qui prennent les décisions sur leur territoire, c'est essentiel. Alors moi personnellement, je le fais pas encore parce que je me suis pas ancrée vraiment dans un territoire. Enfin, j'ai interpellé là via le site Terre de Liens les élus, divers élus de Bretagne. Voilà, c'était ma manière de le faire. Donc voilà, je le dis. Vous pouvez, avec le lien que je mettrai dans les notes de l'épisode, déjà adhérer, épargner chez Terre de Liens, soutenir des fermes de votre territoire, interpeller aujourd'hui des élus sur la loi d'orientation agricole qui est complètement vidée de son sens. En fait, il y a des actions très concrètes que l'on peut faire aujourd'hui. Et si on est des centaines, des milliers à le faire, ça peut vraiment faire le poids, quoi. Ouais, et je pense effectivement que c'est possible. Et puis, ouais, moi je pense il y a des choses qui marchent. Voilà, je pense que c'est possible. Il y a des territoires qui arrivent à gagner en souveraineté alimentaire. Il y a des expériences intéressantes partout dans les territoires. Et Terre de Liens on est un exemple, mais Terre de Liens a aussi recensé dans ses publications des expériences locales où des collectivités ont réussi à travailler sur cette souveraineté alimentaire, installer des paysans, répondre à des enjeux euh, écologiques locaux en installant des paysans par exemple sur des zones de captage, en bio, en préservant des terres agricoles,
en constituant des zones d'activité, des zones agricoles prioritaires. Je ne sais plus le terme exact, hein, mais voilà, des zones agricoles sanctuarisées. Ouais, il y a moyen d'agir, quoi. Après, il faut aussi une vraie politique sur le foncier. Et ça, c'est aussi un des enjeux importants. Alors, c'était un des enjeux de la loi agricole, mais elle n'est pas dedans. Voilà, c'est en cela que la loi d'orientation agricole qui a été votée cette semaine c'est un recul, c'est qu'il y a rien sur le foncier, alors qu'il y a vraiment un vrai enjeu à sanctuariser le foncier et à permettre à ce que ce foncier ne soit pas ni artificialisé, ni destiné à l'agrandissement perpétuel des fermes. Et pour ça, il faut une maîtrise et une régulation des outils de contrôle du foncier. Et pour l'instant, ces outils de contrôle ne fonctionnent pas assez, puisque l'agrandissement des fermes c'est la tendance actuelle, c'est l'agrandissement des fermes, alors qu'il y aurait moyen de lutter contre ça et de permettre à ce que le foncier serve à l'installation et non pas à l'agrandissement. Là, il y a un vrai enjeu sur une loi agricole, une loi foncière qui encadre en fait la régulation du marché foncier. Oui, parce que plus une ferme est, en plus, plus une ferme est grande, plus elle sera difficile derrière à reprendre, à transmettre, à reprendre par des jeunes et même par des humains, parce que voilà, on arrive à, je sais même pas si on peut appeler ça vraiment une agriculture du coup, mais où aujourd'hui dans les lycées agricoles, il y a des constructeurs de tracteurs qui présentent des tracteurs sans conducteur, quoi. Oui, une agriculture sans paysans, voilà. Ouais. Voilà. Mais c'est peut-être un choix politique qui a été fait aussi délibérément, de sacrifier la population agricole, enfin sacrifier les paysans sur l'autel de la productivité et de la compétitivité internationale. Voilà, c'est un choix qui a été fait, qui n'a jamais été remis en cause, qui a été accompagné par les instances de développement agricole, mais la conséquence, c'est que là, en 2025, on n'est pas autonome, on n'est pas souverain au niveau alimentaire. Et l'agriculture française ne nourrit pas correctement les gens et ne nourrit pas ceux qui produisent, ne nourrit pas les paysans parce qu'il y a également une partie des paysans qui sont pauvres, qui n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc on est dans un système qui est absurde. Mais il y a quand même des notes d'espoir avec des mouvements, des initiatives un peu partout en France, des paysans qui se mobilisent, des réseaux associatifs qui se mobilisent, le réseau Terre de Liens, le réseau des CIVAM, le réseau des ADR, le réseau des groupements d'agriculture biologique. Il y a plein de réseaux qui existent en fait qui contribuent à ce qu'un autre modèle agricole, un modèle alimentaire différent, soutenable, durable, existe. Et ça marche. Il y a plein d'expériences qui montrent que ça marche. Ouais, et il ne tient qu'à nous de s'y coller à ces mouvements, voilà, et de les soutenir, ouais, et de faire grandir ce mouvement qui, il y a encore 20 ans, n'existait pas, quoi. Rejoignez les mouvements de la culture paysanne et voilà. Il y a plein de choses à faire, voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Frédéric pour de témoigner de ton expérience et puis de ta vision pour le mouvement Terre de Liens de l'état des terres agricoles de France. Donc pour les personnes qui voudront lire le rapport complet, je le mets dans les notes de l'épisode. Merci encore Frédéric et à bientôt. Oui, merci, à bientôt. Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode ? Je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique,
le mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre.